Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission foot du lundi soir sur Radio J. Vous pouvez nous suivre sur radioj.fr et sur l'application Radio Player France. Classico toujours en mode Euro. Les demi-finales démarrent demain mardi. 4 équipes, 4 sélections qui rêvent d'une finale à Wembley. Il y en a 4 autres qui ici rêvent beaucoup de foot, ont beaucoup rêvé de foot mais n'iront jamais à Wembley, resteront dans Classico. Bonsoir Benjamin Krief. C'était pour moi cette phrase ? Oui. D'accord. Bonsoir Steve. Avocat en droit social, Benjamin, et je crois que tu es depuis quelques jours à fond derrière la Nazionale. Et si, je vais pas te la faire en italien, je pourrais, mais ça va être ridicule. Clairement, ouais, équipe la plus séduisante maintenant, je suis à fond pour eux, même si c'est pas eux qui vont gagner, mais on en parlera évidemment tout à l'heure. Petit teasing. Alexandre Darmon, bonsoir. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. YouTubeur avec sa chaîne Indécis. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas te laisser pousser la barbe dans quelques semaines avec l'arrivée de Ramos au PSG. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, vraiment, alors là, je suis pas du tout content, mais on en parlera aussi. Ah, t'es pas content de Ramos? Ah bah non, alors c'est pas que je suis là, pas content. C'est pas que je suis pas content, Ah, c'est que je ne comprends pas. Mais j'ai mis un petit style Benjamin Krief, vous avez vu? Une chemise blanche. Mais t'es beau comme ça. Bah arrête, c'est rien. Et puis bonsoir au petit dernier du soir. Salut Alexis Visan. Salut à tous. Ancien responsable commercial au sein de l'agence Sportsfy. Est-ce que toi aussi tu as, comme Nicolas Anelka, un conseil à donner à Kylian Mbappé? Ouais, reste à Paris. C'est un bon conseil. C'est le conseil Reste inverse. à Paris. Je pense qu'il n'y a pas d'autre projet en Europe qui soit à l'auteur de ce que propose Paris pour un joueur comme Mbappé. Bien sûr. Donc voilà, on Il commence. est bien le petit Il est nouveau. pas- Il est bien le On petit commence nouveau. en disant n'importe Je vais quoi. le garder à côté de moi là. Alors, Non, mais- plusieurs invités ce soir dans Classico. Guillaume Maillard Pacini dans quelques instants d'Eurosport pour parler de la Squadra Azzurra. François-Miguel Boudet, spécialiste du football espagnol et fondateur du site Foria Liga. On sera également rejoint par Philippe Doucet pour parler des Bleus, de l'avenir de Didier Deschamps, mais aussi du mercato de l'OM et du PSG. Chers auditeurs, cette émission est à suivre en vidéo sur la page YouTube de la radio. On vous appelle également à liker cette vidéo et à nous mettre 5 étoiles, c'est très important, sur Apple Podcast. Classico épisode 35, sur des airs de Dolce Vita. J'adore. L'hymne italien, et si l'Italie allait jusqu'au bout, porté par une longue série d'invincibilité avant l'Euro, la sélection de Roberto Mancini fait figure désormais de favori de la compétition avec l'Angleterre. Après avoir vaincu les Belges vendredi, ils affronteront demain en demi-finale l'Espagne. Messieurs, premier tour de table, est-ce que l'Italie peut, selon vous, être davantage, plus encore qu'une équipe frisson, mais désormais la véritable favorite pour ce titre, alors qu'elle n'a jamais gagné, à part en 1968, ce titre de champion d'Europe? Benjamin. Bah, je trouve que c'est l'équipe qui propose le plus beau football de cet Euro. Clairement, sans star, alors on l'a dit, bon, même si, ouais, c'est un jeu très différent. Oui, bien sûr. Mais moi, je suis assez séduit par le jeu de l'Italie, possession, vitesse, rapidité, mouvement. C'est beau, quoi. C'est juste beau à voir jouer. Et sincèrement, je pense que c'est l'équipe la plus agréable à voir. Et je pense peut-être la meilleure, mais encore une fois, ça ne sera sans doute pas elle qui gagnera le tournoi à la fin. Alors, Alexis. Deuxième petit teasing que je vous laisse comme ça. J'adore. Non, mais l'Italie, c'est vrai que c'est sympa, c'est rafraîchissant. Pas mal de joueurs de Serie A qui montrent. Moi, je trouve que c'est un peu léger devant. Immobilier face à la Belgique qui a montré quand même que c'était quand même dur à ce niveau-là. Et Il leur manque un petit Christian Vieri ou un... c'est sûr qu'il leur manque... Attention, il n'était pas vraiment devant. Mais bon. Et moi, je pense que c'est leur limite. Alors, c'est vrai qu'on a envie... ils sont très rafraîchissants. On a envie de les voir arriver au bout. Je les vois au-dessus de l'Espagne, même si ça peut pas être aussi facile qu'on mais le pense. pas au-dessus de l'Angleterre. Non, en plus, C'est tenté qu'il passe. on voit les nouvelles que quoi les supporters étrangers vont avoir du mal à y accéder. C'est un peu les Anglais à Wembley. C'est ça qui, bien sûr. Ça aide pas, quoi. Non, Allez, Alexandre. oui, bah, bien sûr, ils sont super les Italiens, on les adore. Hein. Voilà, on adore l'Italie. Après, On parle pas de tourisme. Hein, non, mais j'étais à Rome vendredi pour vous dire que c'était la folie dans les rues italiennes et qu'ils sont derrière leur nation. Ça fait plaisir à voir. Maintenant, rappelez-vous le 8e de finale contre l'Autriche aussi. Hein. C'était pas non plus incroyable. C'est vrai. Ils ont eu du mal. Là, ils font un superbe match vendredi soir. Il n'y a rien à dire devant les Belges. Ils méritent de gagner, mais because they with the meat, ils ont quand même perdu Spinazzola. Et ça, c'est pas n'importe quoi. C'est important, on va en reparler C'est avec important, notre c'est vrai, premier ça. invité. Je salue Guillaume Maillard Pacini, spécialiste du foot italien, notamment sur Eurosport. Buonasera, Guillaume. Buonasera, messieurs, bonsoir tout le monde. Tutti va bene? Il faut arrêter ça tout de suite, c'est ridicule. Je parle Tout de suite, toujours en- tout de suite, Allez, faut je arrêter. raccroche. Guillaume, Bravo. j'espère au moins un soutien de votre part, Guillaume. Non, c'est vrai que l'accent était là. Merci, L'accent était j'ai là. beaucoup bossé ce Je valide week-end. l'accent. Guillaume, c'est un incroyable tour de force que sont en train de réussir les Italiens de Roberto Mancini.
Oui, honnêtement, en Italie, alors c'est pas qu'on est surpris de ce parcours, mais on est surtout surpris aussi de la manière dont on est arrivé jusqu'en demi-finale, comme vous l'avez dit, le jeu. Vraiment, c'est vrai que même contre la Belgique, on l'a vu dans la Gazzetta, moi j'ai ce verbe qui a été inventé par la Gazzetta vendredi qui disait que la Belgique s'est italianisée. Et c'est vrai que c'était un peu les rôles inverses. C'est vrai que le vendredi, on a vu, comme les matchs d'avant, que l'Italie aujourd'hui a un jeu très séduisant, très offensif, toujours porté vers l'avant. Et en phase, c'est vrai que parfois on a une grande nation comme la Belgique qui était quand même la favorite après l'élimination de la France. Je vous le rappelle au passage. Et après, c'est vrai qu'en Italie, en tout cas, on est vraiment emballé par ce national. Et comme le disait l'un de vos invités, c'est vrai que en Italie, l'enthousiasme populaire est énorme. Les drapeaux sont sortis. Et c'est vrai que 2018, aujourd'hui, quand la nationale n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde, ça paraît un très, très, très lointain souvenir. Est-ce que ce qui s'est passé, vous évoquiez la Belgique, ce qui s'est passé avec les Belges en 2018 après cette défaite contre l'équipe de France, qui avait fait évoluer les choix de Martinez et en proposant un football peut-être plus solide, un peu plus défensif, est-ce que c'est pas aussi ce qui risque d'arriver à l'Italie si ça se passait mal demain contre l'Espagne ? On va dire qu'on ne peut pas perdre nos racines et on l'a vu lors de la fin de match contre la Belgique où c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur les gains de temps, mais aujourd'hui dans le football, je pense que dans tous les matchs, dans tous les championnats du monde, le gain de temps est partout, mais c'est vrai qu'on a vu que voilà, quand il fallait être solide, quand il faut souffrir, on a su le faire et on l'a vu contre l'Autriche. C'est vrai que les 3 matchs de poule ont été assez faciles entre guillemets parce que l'Italie a su se les rendre faciles, parce que les adversaires, on l'a vu, n'étaient peut-être pas des gros calibres, mais la Suisse, mine de rien, est quand même arrivée jusqu'en quart et a failli éliminer l'Espagne. Mais c'est vrai que contre l'Autriche, la vraie question c'était est-ce que la nationale elle saura souffrir quand il faudra qu'elle souffre. Et contre l'Autriche, on a vu clairement qu'elle a passé un examen qui était assez dur parce qu'arriver en prolongation comme ça, c'était assez compliqué. Et c'est vrai que on a vu aussi que la nationale elle savait souffrir au-delà évidemment de bien jouer contre la Belgique. Il y a eu 2 nationales. Il y a la nationale avant la blessure de Spinazzola qui, on va dire, était un peu choquante même pour les joueurs, pour ses coéquipiers parce qu'on l'a vu sortir en larmes et on a rapidement compris que ça allait être très grave. Mais on a vu que les 20 dernières minutes, l'Italie a su aussi pratiquer un autre type de jeu, on va dire, plus défensif, entre guillemets, même si Mancini, moi je peux vous l'assurer, lui n'est vraiment pas du genre à cadenasser et à la fin, il voulait encore que son équipe, ils étaient grands gestes sur le banc en disant mais montez, et ne restez pas aussi bas. Et dans un autre style, on peut dire que l'Italie, quand même... Ça change des champs contre les Suisses. Oui, voilà, c'est vrai que Mancini, sur son banc, moi j'ai regardé sur la rail, il disait mais montez, ne restez pas aussi bas. Mais voilà, évidemment que le beau jeu ne rapporte toujours pas la victoire, donc c'est important aussi de savoir souffrir. Et demain contre l'Espagne, on sait bien que ce sera un match pas facile. On n'aura peut-être pas toujours le ballon, mais c'est aussi important, voilà, dans un autre style, de savoir souffrir quand il faut souffrir. Benjamin ? Ouais, demain, j'ai l'impression que c'est 2 styles bon, évidemment de jeu, mais même de possession qui vont s'affronter. La possession espagnole, moi j'ai eu l'impression que depuis le début de cet Euro, c'est quand même une possession qui ronronne pas mal. C'est beaucoup moins direct. Possession la plus élevée du tournoi. Voilà, mais beaucoup moins dangereuse, on a l'impression, en tout cas, que l'Italie. L'Italie, quand ils ont la possession, ça va beaucoup plus vite vers l'avant. Le milieu de terrain, il est vraiment impressionnant. Verratti, à ce niveau-là, évidemment, il n'a pas besoin d'être supporter parisien. Il a encore des trous d'air, quand même. Il a des trous d'air, mais dès qu'il a le ballon, il oriente le jeu de l'équipe. C'est assez incroyable. Il signait devant, tu disais tout à l'heure, Alex, qu'il manque un numéro 9. Moi, je trouve que finalement, ça manque pas parce que le jeu de l'Italie, ça va très vite vers l'avant avec des joueurs qui se projettent comme Insigne, comme on l'a vu Spinazzola. Donc il leur manque peut-être un grand buteur. Immobilier, il a été très bon pendant le premier tour. Tu n'as pas vu que ça a manqué dans le jeu finalement. Franchement, c'est le jeu. Ça pourrait manquer. Mais ça pourrait manquer en demi ou en finale. Ouais. Mais moi, justement, j'ai une question pour Guillaume. Alexandre. Finalement, l'Espagne, c'est pas le meilleur des tirages, la meilleure des demi-finales que vous auriez pu avoir, honnêtement. La grande question demain, c'est savoir qui aura le ballon. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est 2 styles, on va dire, qui se ressemblent, ce qui n'est pas du tout le cas avant. Mais disons qu'aujourd'hui, l'Italie n'a plus peur de personne. Ça, c'est un fait. C'est sûr que l'Italie, honnêtement, l'épouvantail depuis le début de la compétition en Italie, le grand favori, c'est la France. C'est vraiment l'équipe, entre guillemets, qui faisait peur avec... Remuer le couteau dans la plaie, c'est bien. C'est bien. C'est vrai que pour la France, c'est rageant, quand même. Je ne cache pas. Quand on voit ce qui se passe. Non, mais disons que moi, je me rappelle dans la presse, qui souvent les quotidiens le matin, c'est vrai que je me souviens que la France a été qualifiée de Dream Team. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup peur de la France. Et après, on a vu qu'au fur et à mesure des matchs, l'Italie vraiment a fait plaisir aux Italiens et c'est vrai qu'a séduit à peu près tout le monde au-delà des frontières italiennes. Et après, le vrai test c'était contre la Belgique parce que les mauvaises langues diront que lors des 31 matchs d'invincibilité, l'Italie n'est pas joué une très très grande nation. Et contre la Belgique, on s'attendait quand même à un gros test, un gros choc. On l'a passé haut la main, même. Et bien passé. La qualification largement méritée. Donc oui, évidemment, demain l'Espagne. L'Espagne ne fait pas peur, du moins. Est-ce que ça va pas être justement ça le problème, parce qu'on voit que depuis le début de l'Euro, finalement, dès qu'on joue une grosse équipe,
l'équipe, le match d'après, physiquement, on pioche. Là, l'Espagne, ils ont quand même joué personne depuis le début. L'Italie a battu la Belgique, alors que c'est vrai qu'ils n'étaient pas favoris. Est-ce qu'ils vont pas payer ce match-là? L'Espagne aussi qui a joué beaucoup plus longtemps. Ils éliminent qui en 8e, l'Espagne? Je me rappelle plus. Ils éliminent la Croatie aux prolongations. C'est dégueulasse la Croatie. C'est pas la Croatie. Croatie. C'est vice-champion du monde qui a. Mais est-ce que justement la gestion physique, Croatie, oui, mais la gestion physique avec un peu plus de temps de jeu pour les Espagnols que les Italiens, est-ce que ça ne va pas en ressentir les effets pendant cette demi-finale? Et l'Espagne a joué aussi à domicile tous ces matchs, comme l'Italie aussi. Oui, c'est évident que même l'Italie avait fini en prolongation face à l'Autriche. Finalement, contre la Belgique, il y a eu quand même une semaine de repos entre les deux, donc voilà, il a eu le temps de récupérer. Après, on le sait que on va dire que la fatigue se récupère plus vite quand la victoire est au bout. Donc l'Espagne, honnêtement, je pense que demain ils sont évidemment en forme. Peut-être que sur la durée du match, la prolongation contre la Suisse pourrait se faire ressentir. Mais disons que l'Italie, en tout cas, est porté, et ça c'est très important de le dire, par un enthousiasme au sein du groupe et vraiment dans le pays. Moi, j'étais en Italie contre la Belgique. Et vraiment, il y a un sentiment alors je vais dire de revanche sur 2018, mais c'est vrai qu'on avait été tellement traumatisés par 2018. Et plus encore qu'en 2016, on se souvient des très belles performances de l'Italie. À l'époque, c'était Antonio Conte à la tête de la sélection. Il y avait déjà, moi je les avais vus jouer, je crois que Benjamin aussi, en France. Et c'était il y avait beaucoup d'enthousiasme à la fois chez les supporters et chez les commentateurs aussi. Alors l'équipe était peut-être un peu moins performante et séduisante, mais il y avait déjà quelque chose, quoi. Oui, c'est vrai. Et en plus, on est arrivé en prolongation contre l'Allemagne en quart de finale, donc ça n'est pas passé loin non plus. Mais pour vous dire la vérité, peut-être qu'on avait moins l'impression qu'on pourrait aller au bout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est en demi-finale de l'Euro, que la France est éliminée. Exactement, que la France est éliminée, je vous le rappelle encore une fois. Et j'ai cette image de Mancini à la fin du match contre la Belgique qui rassemble toutes ses troupes et qui fait le signe 2 en leur disant mais il reste plus que 2 matchs aujourd'hui pour gagner l'Euro. Vous savez, l'Italie n'a gagné qu'une fois l'Euro et c'est vrai que personne n'aurait pu les imaginer à ce niveau-là aujourd'hui parce que faut oublier que voilà, il y a 3 ans, ils étaient même pas dans les 32 pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on est les 4 derniers de l'Euro, donc c'est assez énorme le travail qu'a fait Mancini et surtout le jeu qui est développé en espérant que ce jeu-là va rapporter quelque chose, même si honnêtement, je peux vous dire qu'en Italie, dans tous les cas, l'Euro a été quand même un triomphe et j'ai cette phrase de la Gazzetta qui disait c'était rien qu'un triomphe de déjà pouvoir y croire. Et voilà, déjà de pouvoir croire à la victoire, c'était très important pour l'Italie et personne n'aurait pu imaginer qu'on aurait été à 2 matchs de gagner l'Euro aujourd'hui avant la demi-finale. Messieurs, vous avez un petit tableau comme chaque semaine où nos moyens se développent. Là, d'une manière. Je vais vous demander de choisir et d'inscrire sur le tableau le joueur clé, le joueur italien qui, selon vous, est le plus performant, en tout cas qui est le plus essentiel à cette équipe italienne. Guillaume, moi aussi, je peux jouer. Guillaume, tu peux jouer, tu peux sortir. Ça copie déjà. Ça copie. Tu vois, tout le monde copie. C'est Guillaume. Bon. Écoutez, moi, évidemment, j'aurais dit Spinazzola avant qu'il se blesse parce que pour moi, c'était. Même pour vous, je pense que c'est une révélation si vous ne suivez pas toujours le football italien. Alors, il y a un débat. Il y a Alex ici qui te suit, Spinazzola, et on a une petite doublette italo-brésilienne avec Jorginho. Oui, aujourd'hui que Spinazzola est plus là, Jorginho, aujourd'hui, clairement, est le joueur au-dessus. Mais Spinazzola, je trouve que, moi j'adore Spinazzola et j'ai trouvé ses performances magnifiques. Après, je trouve que c'est glorifié par son arrêt des fesses sur la frappe de Lukaku. Il a illustré beaucoup de choses et qui le met encore plus en avant. Tout le monde était super triste d'ailleurs, que ce soit dans le public ou les joueurs ou les adversaires quand il est sorti parce qu'il fait une compétition qui est vraiment. Moi je ne connaissais pas ce joueur. Je ne connaissais pas honnêtement. Vraiment impressionnant. Magnifique. Mais sur Jorginho, sur Jorginho, un petit mot sur Jorginho. On aurait même pu mettre Chiesa parce que Chiesa, moi je trouve qu'en rentrant sorti de banc, même dans le match contre la Belgique, c'est un super sub, même s'il était la titulaire. Non, mais je trouve que Jorginho, c'est vraiment le point névralgique de cette équipe. Il apporte une assise défensive à cette équipe, une stabilité. Il oriente le jeu. Après, à côté de lui, il a Verratti. Et je trouve que les deux ensemble. Qu'est-ce que tu l'aimes, ça, Verratti? Verratti à ce niveau-là. Verratti, on a les stats, 89 passes réussies en 74 minutes. Mais Verratti à ce niveau-là, que ce soit avec l'Italie ou le Paris Saint-Germain, c'est l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Vraiment, et c'est assez regrettable finalement de le voir si peu dans les saisons et si peu performant à ce niveau-là. Mais en tout cas, Jorginho, un joueur extraordinaire. Et d'ailleurs, je voyais hier, je sais plus, l'équipe du soir ou autre, un débat sur le Ballon d'Or. Jorginho qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. S'il gagne, même si ça, je pense. Alors moi, j'ai un autre joueur quand même qui est quand même énorme. Non mais Donnarumma. Voilà ce que j'allais dire. Attendez, Donnarumma, c'est juste après. Donnarumma, c'est juste après. Mais ça n'intéresse personne. Jorginho, Ballon d'Or. Moi, je pensais que l'un d'entre vous allait citer Barella.
dire, et j'ai lu et entendu, Guillaume, que certains en Italie se disent que Barella, en cas de victoire, pourrait peut-être espérer être parmi les favoris de ce Ballon d'Or. Alors, honnêtement, je pense pas. Après Barella, alors on va pas se mentir, lors des matchs de coupe, ça n'a pas été le Barella qu'on avait pu connaître à l'Inter. Il y avait un gros manque d'activité. Il a peut-être pu aussi pâtir cette grosse saison avec l'Inter qui a été couronnée par le Scudetto. Mais en tout cas, moi, sur Jorginho, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment c'est la plaque tournante de cette équipe. Et au-delà de l'aspect technique de Jorginho, c'est aussi l'aspect du leader. Sur un terrain, observez-le pendant 1 minute, vous verrez le nombre de consignes qu'il donne. Rien qu'en levant les bras, il oriente la circulation du ballon et il a pris une dimension avec Mancini qu'il n'avait pas avant. Et je peux vous rappeler que Ventura, le Ventura qui nous avait pas emmené à la Coupe du Monde, lui disait à l'époque, j'ai lu une interview de lui qui disait mais Jorginho n'a pas sa place dans cette équipe-là et moi je peux pas lui faire une place, donc je le convoque pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le Jorginho d'aujourd'hui, c'est vraiment le patron de ce milieu-là. Et avec Verratti, ce double play, comme on l'appelle en Italie, ce double playmaker, c'est vraiment, ça fonctionne à merveille. Mais de là à dire Barella Ballon d'Or, je pense que c'est un peu, c'est un peu tôt. Trop. Moi, ce que je trouve très intéressant aussi sur l'Italie, c'est qu'après le premier tour, tout le monde disait Locatelli peut pas sortir parce que Verratti, même qui revient de blessure, avec les matchs de poule de l'Italie, Locatelli doit rester. Il y avait 2 débats finalement. Est-ce qu'on doit garder l'équipe qui gagne tout le temps ou est-ce qu'on met Verratti? C'était quand même un risque de la part de Mancini de le remettre parce qu'ils avaient perdu. Il est intouchable. Ouais, mais Locatelli avait fait des matchs quand même dans l'Euro. Mais c'était peut-être prévu comme ça, que finalement Verratti récupère sa place et la quitte plus, quoi. Mais ça, c'est évident que Mancini avait ça en tête, mais c'était un choix qui est fort parce que finalement, il y avait quand même une vague autour de Locatelli. Pour terminer, on l'a oublié, alors que pourtant c'était pour terminer, on a parlé de Spinazzola, Guillaume. On annonce Emerson Palmieri à la place de Spinazzola. Est-ce que ça peut influencer peut-être pas le système de jeu, mais en tout cas la stratégie mise en place par Mancini demain? Évidemment que le couloir insigné Spinazzola a fait des ravages pendant le début de cet Euro, donc c'est sûr que ça serait une énorme perte pour l'Italie parce que c'était un atout offensif et défensif comme on l'a vu contre la Belgique quand il sauve ce but face à Lukaku. Mais en tout cas, Emerson Palmieri, on va dire entre guillemets, a un peu le même style dans le sens où c'est quand même un joueur qui aime bien fixer son vis-à-vis, qui aime bien centrer, qui aime bien apporter des choses devant et qui est pas seulement un latéral défensif. Donc on va dire que la perte est peut-être limitée, même si Spinazzola honnêtement va beaucoup nous manquer parce que c'était une arme quasiment fatale et létale, parce qu'on a vu, pour ceux encore une fois qui ne le connaissaient pas avant, Spinazzola a une carrière comme terrible parce qu'il a été, on va dire, entre guillemets un peu écarté à la Juve quand il était plus jeune. La Roma aujourd'hui s'en félicite, mais il ne faut pas oublier que la Roma en janvier 2020 avait voulu leur fourguer dans un échange avec l'Inter et l'Inter l'a pas voulu parce que Luis Enrique il avait été recalé parce qu'il avait des problèmes au genou. Donc aujourd'hui tout le monde se vante un peu des pertes de Spinazzola, mais Spinazzola il peut se vanter que de lui-même parce qu'il a vraiment eu une carrière, on va dire, tronquée par les blessures et les choix. Encore. Donc aujourd'hui il était content de le voir aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui Emerson Palmieri le remplacera, ce sera évidemment une perte, mais en tout cas Emerson, j'espère qu'il va limiter les dégâts et j'espère surtout qui va nous emmener jusqu'en finale de l'Euro. Et bon, on va suivre ça demain. Merci beaucoup Guillaume Maillard-Pacini d'avoir été avec nous dans Classico. Merci à vous et à la prochaine. Et on peut vous revoir pour la finale. Et on améliorera notre italien peut-être. Et allez les Bleus. Merci Guillaume. Au revoir messieurs. Au revoir. Bueno, siempre dije desde el principio que éramos una de las 8 candidatas al título al europeo, a la Eurocopa, pero iba a depender, claro, de nuestro rendimiento. Ahora ya estamos entre los 4, lo cual es una cosa muy bonita y que nos llena de orgullo. Le sélectionneur Luis Enrique après la victoire de l'Espagne au tir au but contre la Suisse. Je vous résume, j'avais dit avant la compétition, j'ai fait le V2 en espagnol, tu t'en rappelles? J'étais avec toi. Merci. C'était catastrophique. Nous étions dans les 8 meilleures équipes avant le tournoi. Maintenant, nous sommes dans les 4 meilleures formations. Il serait ridicule de ne pas songer à la finale. Voilà, l'Italie affronte, on l'a dit, l'Espagne demain soir à Londres. Et nous allons en parler avec notre second invité du soir, François-Miguel Boudet. Bonsoir. Buenas tardes, chiquettes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Il faut repasser en français, par contre, parce que là, on va avoir du mal. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Eurosport 11 Mondial et vous êtes le fondateur du site Furial Liga, spécialisé dans le football, le traitement et le suivi du football espagnol. Alors l'Espagne sera peut-être privée de Pablo Sarabia face aux Italiens demain soir, mais à part ça, est-ce qu'on peut considérer que cette équipe espagnole monte en puissance depuis le début de l'Euro et que après ces 2 victoires, pas forcément simples à se dessiner contre la Croatie puis contre la Suisse, elle peut effectivement espérer obtenir son billet pour la finale? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une équipe. Et c'était loin d'être gagné en début de tournoi. Quand on se rappelle le pénalty raté par Sarabia contre la Slovaquie, on s'est dit, bon, on est en vacances dans 1 heure, on est tranquille,
on peut y aller, hein, ça va être réglé. Puis finalement, il y a eu ce petit miracle grâce au gardien slovaque. Parce qu'il y avait peu d'enthousiasme autour de la sélection avant la compétition. Très très peu d'enthousiasme parce que les 2 premiers matchs n'ont pas été bons du tout, mais il manquait le capitaine Sergio Busquets. Et Busquets a tout changé au milieu de terrain contre la Slovaquie, puis contre la Croatie. C'est vraiment là que l'équipe s'est forgée parce qu'il y avait ce problème pour marquer des buts. Et sur ces 2 matchs-là, il y en a eu 10. Donc on s'est dit le problème du buteur est en partie réglé. Et puis après, on savait très bien que contre la Suisse, ça allait être très difficile parce que la Suisse était quand même sur une dynamique ultra positive. Il s'en est fallu de très peu pour que ça soit terminé au pénalty, peut-être même un peu avant, parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés sur la fin de match par la délégation de Shaqiri. Et l'équipe est en demi-finale. On n'a pas envie de dire que c'est un peu un miracle, parce que c'est un petit peu ça quand même. Ah ouais. Mais oui, il fallait s'en sortir. Il fallait s'en sortir de Messieurs, pour un petit tour de table sur la Croatie et contre la Suisse. Sur l'Espagne, qu'est-ce que vous inspire cette équipe espagnole ? Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que l'Espagne, comme tu disais, ils montent en puissance, mais en termes de jeu, on a l'impression que c'est une équipe qui ronronne un peu plus, la possession toujours, mais beaucoup moins efficace. Voilà, ça a l'air d'être plus compliqué de créer un danger, un décalage. Mais moi, j'avais une question pour François Miguel, c'est par rapport au gardien, évidemment. Ah, bah oui. Unai Simon. Et voilà. Et alors qu'on a en live la notification que Sergio Ramos a signé au Paris Saint-Germain, c'est fait, c'est officiel. On en parlera tout à l'heure. C'est cadeau, il vient de m'écrire. Il est ravi. On l'embrasse d'ailleurs. Ouais, non, mais sur le gardien, moi j'avoue que je connaissais très peu Unai Simon. Comment il est perçu en Espagne ? Est-ce que le choix de le titulariser à la place de De Gea, qui est quand même gardien du Real Madrid, donc qui avait été assez peu décisif lors du mondial. Excuse-moi, pardon. Et pas titulaire à Manchester tout le temps. Non, pardon, oui, bien sûr. Oui. Manchester, pardon. Mais bon, qui est quand même à Bilbao, qui n'avait pas d'expérience européenne. Pas international d'ailleurs, ni dans les compétitions européennes, qui là s'affirme. Alors il y a eu une erreur qu'on a vue au tour dernier, mais qui a été le héros de la séance de tir au but. Mais même contre la Suisse, c'est le héros, il sauve le 4-3, Unai Simon. Mais du coup, voilà, question. Voilà, ma question c'est ça, c'est quelle est sa perception en Espagne ? Est-ce que il y a eu des doutes sur sa titularisation, ou est-ce que c'est vu comme l'espoir ? Il est vu comme l'espoir et quelque part il s'est imposé. Voilà, tout le monde est content et De Gea est le remplaçant de cette équipe. Alors, je viens de m'amuser à faire l'article 6 millions de sélectionneurs, choisissez votre équipe pour demain. Et Unai Simon a recueilli 95% des suffrages sur Marca. Donc, maintenant, ça ne fait absolument plus aucun doute que c'est lui le titulaire. Il ne faut pas oublier non plus que De Gea a eu des opportunités en compétition internationale et que ça s'est très mal passé. Et même sur les tirs au but, Unai Simon en sort 2, mais la dernière fois que De Gea a sorti un penalty, c'était il y a très très longtemps. Et je vous rapporte, c'est pas si vieux la dernière fois où De Gea s'est retrouvé dans une séance de tir au but, c'était contre Villarreal. Il en a pas arrêté un, il a raté le sien. On se dit. Et donc il n'y a plus de débat autour du poste de gardien. Il n'y a plus de débat en Espagne. Donc rien que ça. À titre personnel, Unai Simon n'est pas mon gardien préféré de Liga. Mais il a fait ses preuves. Et puis après, il y a aussi la méforme de Kepa Arrizabalaga qui s'est fait prendre la place par Mendy à Chelsea. Et finalement, il y a de très bons gardiens en Liga. Et Unai Simon, il a eu cette opportunité-là. Et puis, il l'a saisi. Et puis maintenant, il n'y a plus aucun problème sur sa place. Ça aurait peut-être été différent si l'Espagne avait été éliminée contre la Croatie après son erreur. Mais en attendant, l'Espagne s'est forgée après ce but-là. C'est peut-être même révélé, on a envie de dire. Et finalement, ces deux parades contre la Suisse ont fait la différence. Alex ? Non, mais tout à l'heure, il disait, il avait tout à fait raison que l'Espagne est miraculée. Franchement, le meilleur joueur de cette équipe, c'est le gardien. Enfin, il se passe rien. Rappelez-vous les premiers matchs en poule. Moi, j'ai très peur pour eux demain soir. Unai Simon, on dit qu'il fait une boulette contre les Croates en 8e, mais il sauve le 4-3 aussi. Et on le dit pas assez. Et puis, franchement, Unai Simon, c'est un grand gardien. À la différence, je vais énerver Benjamin, d'Hugo Lloris, qui, je suis désolé, sur la séance des tirs au but, déstabilise complètement les tireurs suisses. À partir de là, ils en ratent 3, les Suisses, alors qu'ils ont tout réussi contre Lloris. Tu le sais, t'es gardien. Tu vois, tu m'énerves pas, j'ai rien dit. Non, mais il joue le rôle à fond. Unai Simon est un grand gardien et je pense que c'est vraiment la grosse plus-value de l'équipe espagnole, parce qu'après, quand tu prends ligne par ligne dans l'équipe espagnole, il y a quand même quelques joueurs qui se distinguent. Sarabia, il y a Pedri, franchement. Il y a Pedri surtout peut-être. Qui est l'une des révélations de l'Euro même. Sarabia titulaire, c'est une surprise. Sarabia titulaire. À ce niveau-là. Non, mais moi l'équipe d'Espagne, je trouve qu'elle est
elle donne pas envie de l'aimer, elle est pas emballante. C'est un peu l'image de Luis Enrique en fait, qui aime bien être en opposition avec les journalistes, avec le public, qui sûrement crée un groupe qui croit en eux, donc on va voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est l'image de Luis Enrique, cette équipe d'Espagne. Donc et Luis Enrique, il a gagné déjà. François Donc, Miguel, est-ce qu'il a déjà gagné Luis Enrique? Ouais. On l'a vu, il a une communication ou en tout cas assez agressive vis-à-vis des journalistes. Il a défendu, malgré les critiques, la titularisation à la fois de Pablo Sarabia au milieu de terrain, mais aussi celle d'Alvaro Morata dans le 11 qui est critiqué matin, midi et soir en Espagne ces dernières semaines. Est-ce que, grâce à cette qualification, eh bien, il confirme d'une part que c'est bien le patron et deuxièmement qu'il a eu des choix qui finalement se révèlent décisifs? On a envie de dire un peu à la manière de l'Italie, en quelque sorte, que la vraie star de cette sélection, c'est son entraîneur. Et c'est vrai que Luis Enrique se forge beaucoup dans le rapport de force, mais qui peut lui donner tort à l'heure actuelle? Il a maintenu coûte que coûte Morata, alors que Morata, quand il y a eu la sélection, on s'est dit pourquoi il prend Morata? Mais finalement, c'est le seul neuf vraiment un peu de formation en Espagne. Il y a très très peu de neufs dans son registre, mais il se bat sur tous les ballons. Tous ses coéquipiers ont été derrière lui. Sarabia, c'est très surprenant également, mais Sarabia, c'est un peu son facteur X et il risque de manquer. Si pour l'instant sa participation est vraiment mise en doute pour demain, et ça risque vraiment de lui manquer parce que c'est lui qui a dynamité cette sélection avec le retour de Sergio Busquets évidemment. Mais quand on prend le match contre la Slovaquie, c'est lui qui met cette frappe sur la barre et qui après voilà, parce que quand je me répète un peu, mais quand Morata rate le penalty, on se dit c'est plié. Nous on était déjà là. Moi j'écrivais les notes du match. Je fais, bon bah qu'est-ce qu'on va mettre quoi, ça va être catastrophique parce que il y a un groupe très faible. Déjà s'extirper du groupe c'était très compliqué. Et puis Sarabia il remet ça contre la Croatie où il est très très bon. Et on peut voir aussi contre la Suisse. Il y a la première mi-temps où il y a Sarabia et la deuxième mi-temps où il n'y a pas Sarabia. Et ça se note et c'est vraiment très surprenant. Mais après, il a très peu joué. Ça tombe un peu du ciel. Même lui, il reçoit je crois qu'il est en voiture quand on lui annonce qu'il va commissionner quel appel pour dire finalement tu pars pas en vacances parce que tu vas y aller. Et lui aussi, c'est une question de saisir les opportunités. Et lui, il a très très bien saisi au point qu'il va manquer beaucoup à l'Italie contre l'Italie si jamais il ne joue pas. Je suis d'accord parce qu'il n'y a pas Asensio. Moi, je trouve qu'il manque parce qu'il manque. Je comprends qu'il n'est pas appelé Asensio par exemple. Mais moi je trouve que Sarabia c'est un très bon joueur, les amis. Sarabia il joue très peu à Paris, c'est un excellent joueur, il a pas beaucoup joué de la saison donc physiquement. Non mais c'est pas une star internationale, c'est pas Xavi, c'est pas Iniesta. Attendez, quand Paris l'a fait venir au PSG justement, ils l'ont eu pour gratos, tout le monde a dit c'est le coup du siècle parce qu'il était monstrueux à Séville. On n'a pas dit ça. Franchement, c'est un bon joueur, c'est un super joueur. C'est un bon joueur, mais comme tu disais tout à l'heure, tu reprends ton expression des trous d'air. Sarabia, plusieurs fois il a joué au Paris Saint-Germain. Il a eu sa chance. Il n'a pas toujours été remplaçant Sarabia. Il y a des fois où il a commencé titulaire. Et il a marqué. Franchement, il a marqué. Quand tu le fais jouer au début de saison, que tu arrêtes de le faire pendant 10 matchs. Enfin, clairement, tu pouvais pas t'attendre à ce qu'en quart de finale comme ça, ce soit lui qui soit l'élément décisif de l'équipe nationale. Moi, Sarabia en sortie de banc, comme il a fait avec Paris contre le Real de Madrid, il a marqué d'ailleurs, il était décisif. Sarabia en sortie de banc, en facteur X, je comprends. C'est vrai que Sarabia, qui est l'homme sur qui repose l'Espagne, ça me surprend. À Séville, il était pas sur le banc. À Séville, il était titulaire et il marquait tous les matchs. Ouais, mais Séville, c'est pas le top niveau. Séville, c'est pas le top niveau. Est-ce que le facteur X, si on va aussi interroger François Miguel sur le sujet, c'est pas finalement Pedri qui bat record après record, qui est annoncé comme la grande pépite, et ça se confirme du football espagnol pour les prochaines années. Ouais. Non, mais clairement, pardon, parce que je voulais dire un mot d'Aymeric Laporte, mais tu m'as du coup. Non, mais vas-y si tu veux. Non, c'était pour poser la question à François Miguel. Laporte, j'ai l'impression qu'il a été complètement adopté, qu'il s'est parfaitement adapté au jeu à l'Espagne, dans le système. Et bon, voilà, quand tu vois que nous, on a un peu souffert dans la défense centrale. Je regrette la non-sélection par des champs. C'est un raccourci assez rapide, mais en tout cas, je voulais avoir un point de vue espagnol de l'intégration d'Aymeric Laporte qui a l'air totalement naturel et qui se déroule super bien. Ouais. Donc pardon pour Pedri, mais... Quand vous dites Aymeric Laporte, vous parlez bien de Emeric Lapuerta. Exactement. Tout à fait. Alors, figurez-vous que ça pose un petit problème pour la complémentarité de la charnière, parce que Pau Torres, qui était le titulaire avec Sergio Ramos, a des plus grosses difficultés à évoluer avec un autre gaucher. Et c'est finalement Eric Garcia qui vient d'arriver au Barça, qui serait plus à l'aise avec lui. Donc à voir qui va être titulaire. Moi je trouve qu'il est meilleur avec Eric Garcia à côté, parce que Pau Torres, le but contre la Suisse, c'est une erreur de communication avec notamment le ballon qui ricoche sur Pau Torres et les Suisses en profitent. Après, je vous ai entendu parler de
Xavi, Iniesta et tout. Mais c'est vrai, quand on est habitué au caviar, après, c'est compliqué de revenir à l'ancienne version. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit. Moi, c'est la roi la plus. Je l'ai pas dit tout à l'heure, François Miguel, vous avez écrit un article passionnant que je conseille à nos auditeurs et auditrices sur le site d'Eurosport, où vous revenez sur le mythe de la Furia Espagnola. Alors, vous allez expliquer ce que c'est, mais en tout cas, comment on est passé, en gros, à cet apogée du football espagnol en 2012 avec la finale contre l'Italie à l'Euro, à ce qu'on est en train de voir et à cette équipe qui est beaucoup plus solide, combative, mais bon, oui, c'est pas du football champagne, quoi. La Furia, c'est un mythe qui naît à partir des Jeux Olympiques de 1920 et un but de Belos, c'est contre la Suède pour conquérir l'argent aux Jeux Olympiques. Et c'est la Belgique qui a remporté les Jeux Olympiques. Et c'est paradoxal parce que c'est pas une victoire à proprement parler, mais c'est pour être médaille d'argent. Et c'est un mythe qui s'est développé avec notamment la dictature de Primo de Rivera, puis après avec le franquisme, parce que c'était ce qu'on appelle un peu être viril, une certaine façon d'être espagnol, de représenter l'Espagne, très machiste, alors que dans le même temps, l'Espagne essayait d'adopter des contours féminins avec ce qu'on appelle l'andalusisation. C'est un néologisme que j'ai emprunté à Alejandro Quejo, que j'ai interviewé dans l'article. Et en fait, c'est une vision très, on va dire bourrine, pour schématiser. Et en fait, le talk, ce qui s'est développé à partir de 2006 avec Luis Aragonés, qui a ensuite remporté l'Euro en 2008, puis après Vicente de Bosque en 2010 et 2012. C'est un épiphénomène dans l'histoire de la Roja. Moi, avant la compétition, je me suis amusé à regarder des matchs de l'Euro 96. Je m'en souviens, il y avait Kiko, 94-96, c'est ça les souvenirs qu'on a. Raoul, bon, c'était pas. Raoul, Minero, bien sûr. Voilà, Camille. Plus tard. Mais bon, la défense, les 5 minutes, parce qu'il y a. Oui, exactement. C'est Javier Clemente qui est sélectionneur. C'est pas du tout le jeu comme ça. C'est des gros ballons qui partent à l'autre bout du terrain. Vous prenez le coup d'envoi. Ils font le coup d'envoi, bam, ça balance devant. C'est hyper pénible à regarder comme match. J'ai tenu que 2 matchs personnellement. C'était vraiment pas agréable. Et donc voilà, c'était plutôt ça. Et puis en 90, c'était ça aussi. L'Espagne était la c'était la championne du monde des matchs amicaux. Et puis on va être champion du monde, on va être champion d'Europe, on va essayer, on va être ça. Puis à chaque fois, ça tombait. Et puis il y a eu cette nouvelle façon de jouer au foot. Et maintenant, peut-être que l'Espagne, la notion était revenue aussi en 2014-2016. Il fallait mettre un peu plus de foule, il y a dans ce talk, un peu plus de verticalité, un peu plus de rage, plutôt que de se contenter d'avoir la possession, parce que des fois, ça en devient stérile. Et il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup de grands joueurs, mais ça faisait 3 compétitions internationales que l'Espagne se ramassait lamentablement. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a eu 2014, l'élimination dès le premier tour. Il y a eu 2016 contre l'Italie, justement, où c'était fait laminer en 8e. Et les 8e de finale contre la Russie en 2018, ça n'avait vraiment pas été terrible. En plus de l'histoire de Lopetegui qui s'était fait virer. Donc, l'Espagne, ce qui est tenté de Luis Enrique, c'est vraiment une excellente chose pour reconstruire dessus. Et à titre personnel, parce qu'à part officiel, je suis pas satisfait qu'il n'y ait pas Sergio Ramos dans cette équipe-là. Merci beaucoup François Miguel d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on peut vous lire notamment sur le site Furia Liga et sur Eurosport ou 11 Mondial. Merci et bon match demain. Et déjà parti. On espère aller en finale. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Salut. He can't get back to his feet. England press regardless with Shaw. And now Grealish. Grealish in! In comes the captain! Avant de rejoindre Philippe Doucet, un mot sur la seconde demi-finale, l'Angleterre qui affrontera les incroyables Danois mercredi soir à Wembley. Large victoire des Anglais samedi contre l'Ukraine 4-0. Qu'est-ce qui peut encore empêcher les British d'aller se qualifier pour la finale? Rien, je pense. Moi, je pense que là, ils sont lancés. La finale à Wembley, pour eux, c'est clairement quelque chose qu'ils veulent aller attraper. Ça va être merveilleux, ils le savent. On sent qu'il y a quelque chose dans cette équipe vraiment de solide. Alors, c'est pas le jeu de l'Italie, ça c'est sûr. Mais pour autant, il y a des joueurs impressionnants. Et il y a une profondeur de banc qui est vraiment colossale. Quand tu vois que Rashford rentre à la 60e, Henderson pour tenir le ballon, c'est impressionnant. Et il y en a plein d'autres sur le banc. Foden qui joue même pas.
Donc moi je pense que cette année c'est la bonne et j'en suis ravi parce que c'est une équipe qu'on aime voir jouer. Derrière il y a une solidité, il y a une Maguire, Stone, c'est vraiment beau à voir jouer parce que... Et Pickford qui n'a pris aucun but depuis le début qui n'a pris aucun but, même si bon avec lui on sent qu'il peut tout se passer dans le bon comme dans le mauvais. Mais en tout cas vraiment c'est une équipe concernée, c'est une équipe encore une fois qui a une profondeur et on a envie de les voir en finale à Wembley, ça peut être splendide. Alexis et Alexandre. Ouais, moi pour répondre à ta question, je dirais peut-être la limite tactique de Southgate. C'est-à-dire qu'on sent que Southgate a créé une vraie équipe, un peu à la Deschamps en fait. Il fait un peu du Deschamps anglais. Il a un historique avec l'Euro puisqu'il avait raté le tir au but décisif contre l'Allemagne, donc ils ont exorcisé ça. Face à l'Allemagne justement, donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a face à la Colombie au Mondial 2018 et on sent qu'il y a du coup une vraie équipe, une vraie âme et du coup on a envie de les voir au bout, mais est-ce que tactiquement face aux meilleurs c'est là c'est le Danemark. Là c'est le Danemark, c'est pas encore l'Italie ou l'Allemagne. Il y a une dimension psychologique historique. Non mais qui est oui d'accord, mais tactiquement Southgate a battu Joachim Löw. Oui, mais parce que c'est un supplément d'âme en plus et ce supplément d'âme peut les faire aller au bout. Mais Southgate, je prends l'exemple de Deschamps, il n'a pas l'histoire, l'expérience, l'historique tactique de Deschamps. C'est un joueur anglais qui a joué en Angleterre. Mais ces matchs-là, tu les gagnes pas que à la tactique. Alors, non, on parle de supplément d'âme, Alexandre. Toi, tu penses que les Danois ont leur petite chance? D'abord, sur les Anglais, moi, ce que j'aime bien avec cette équipe, c'est qu'en fait, elle progresse de match en match sur cet Euro. C'est-à-dire que tu vois une différence à chaque fois par rapport aux Espagnols où tu vois rien. Il y a pas non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'évolution. Là, tu sens qu'il se trouve, Kane, il joue de mieux en mieux. Enfin, il est efficace, il marche surtout. Il y a quelque chose qui se passe. Il se trouve de mieux en mieux avec Sterling. C'est ça. Sterling, quel joueur. Et les Danois, moi, je mettrais bien une pièce sur les Danois, en fait, parce que ces mecs sont en mission. Tu le sens, ils s'arrachent sur tous les matchs. Ce qui s'est passé, l'événement malheureux du début du tournoi, ça leur a peut-être finalement ça les a soudés, c'est sûr. Donné de la force. Et tu sens les mecs qui veulent aller au bout, quoi. Vraiment, quand tu les vois jouer devant les Tchèques, c'est pas le match de l'année, mais ils s'arrachent. Ils sont là, ils courent tout le temps. Poulsen, il est monstrueux, Poulsen. Donc voilà, moi il y a Dolberg qui a réussi un bel Euro. Déjà 3 buts. Non, je pense qu'il y a une pièce à mettre. Toi qui aimes bien mettre des petites pièces. Je mets des petites pièces comme ça. Sur les Danois. Voilà. Un score, prenez vos tableaux, vos petits tableaux, messieurs. Un petit score pour ceux de Angleterre, Danemark de mercredi. Je pense que tu avais un papier à côté de toi, s'il te plaît. Surtout que les Danois, la dernière fois qu'ils ont été en demi-finale, ils ont gagné l'Euro. 92. C'était en 92. C'est une belle référence, mais ça n'arrivera pas. C'était contre 92, la demi-finale, c'était. Alexis, toi qui est le. C'est pas contre les Pays-Bas. Il me semble les Pays-Bas, moi aussi, mais ça, c'est pas possible. Si, ah oui, c'est contre. Ils vont penalty. Je me demande. Alors, deux partout pour Alex. De partout, la fin du temps réglementaire. Et donc moi, je pense que les Danois vont gagner. Au penalty avec Schmeichel dans les cages. Ou aux prolongations. D'accord, donc ça n'arrivera pas. 2-0, aucun problème. Un but de Kane, un but de Sterling. C'est fini, rendez-vous à Wembley. The football is coming home. Ce mépris, on rigolera de moi. C'est cadeau. En Angleterre, moi je vois bien Sancho et Sterling effectivement faire mal. C'est plutôt des grands gabarits au Danemark. Et donc la vivacité des petits. T'as raison, Sancho, super joueur. Qui vient de signer à Manchester United. Pour 85 millions d'euros. Qui est énorme. C'est beaucoup, 85 millions d'euros quand même. Les Anglais, pour les Anglais, ça. Allez, on enchaîne avec la France. Malheureusement. Bien sûr, gagner, c'est notre objectif. Mais déjà, une équipe qui est dans le dernier carré montre qu'elle a une valeur européenne et mondiale, parce que le championnat d'Europe est très très dur, plus dur que la Coupe du Monde dans beaucoup de cas. Noël Le Graët avant le début de l'Euro, vous l'aurez compris, puisque les Français ont été éliminés dès lundi en 8e de finale. Noël Le Graët, qui était l'invité de Téléfoot hier matin, président de la fédération, doit rencontrer cette semaine Didier Deschamps. Je n'ai pas dit qu'il allait continuer, on va discuter, explique Noël Le Graët. Il faut vérifier qu'on ait les mêmes objectifs et ambitions entre la fédération et l'entraîneur. Bonsoir Philippe Doucet. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Classico. Je rappelle que vous êtes journaliste à Canal+, notamment. Est-ce qu'il existe, selon vous, le moindre doute sur l'avenir de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, au moins jusqu'au mondial au Qatar? Le doute est toujours possible. On est dans le football, donc tout est autorisé. Toutes les surprises peuvent arriver, mais ce serait très surprenant car... Je pense que Didier Deschamps a les cartes en main, en tout cas. Il serait surprenant que de lui-même, car je ne pense pas que ça puisse venir d'une autre manière, que de lui-même, il ne souhaite plus continuer. Je pense qu'il voudra continuer et que donc il continuera. Donc il n'y a pas de débat au sein de la fédération, en particulier dans la tête de Noël Le Graët. Il n'y a pas de piste Zidane qui pourrait être un peu avancée, alors que on imagine après le Mondial 2022 prendre la succession de Deschamps, mais il n'y a pas de raison pour lui d'accélérer le calendrier.
Si on considère que la fédération c'est Noël Le Graët, je pense qu'il n'y a pas de pensée de ce genre-là dans l'esprit de Noël Le Graët, même s'il il peut être à l'occasion extrêmement opportuniste, bien sûr. Par contre, si on considère que la fédération tangue un petit peu et que certains lieutenants qui aimeraient bien devenir numéro 2, voire calife à la place du calife bientôt, eux pourraient peut-être bouger et changer la donne, commencer à lâcher du lest et commencer à... Ça, c'est bon, c'est un scénario fiction que je décris là. Mais je ne pense pas que ça arrivera, mais c'est une hypothèse quand même possible. Il ne faut jamais oublier que Noël Le Graët est dans son dernier mandat. Il l'a tellement répété lors de la dernière campagne que du coup, il y a des velléités derrière lui. Et il n'est pas totalement interdit de penser qu'à un moment, quelqu'un veuille exploiter la faiblesse de la fédération sur ce dossier-là, parce que une défaite met forcément en faiblesse un peu le pouvoir en place. Et donc ça, si ça arrivait d'un des lieutenants, ça pourrait tanguer un peu. Mais de la part de Noël Le Graët lui-même, je ne pense pas que ça arrivera. Il s'est engagé avec Didier Deschamps et sauf, encore une fois, sauf si Didier Deschamps lui-même estime que ça ne l'intéresse plus ou que le jeu, c'est assez aussi improbable. Les cartes sont biaisées. Sinon, il continuera Deschamps. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que, en fait, moi, je suis plutôt partisan Deschamps, mais on sait l'opportunisme de Le Graët. Son dernier mandat, installer Zidane en équipe de France quand t'es Noël Le Graët pour finir ton mandat, c'est quand même très intéressant pour lui, d'un point de vue image. Zidane est libre. Dans 1 an et demi, on ne sait pas si Zidane sera libre. Ça, c'est sûr que c'est pas sûr. Donc, c'est justement ça qui me fait peur par rapport à Deschamps, c'est que, et d'ailleurs, le discours de Le Graët, moi, je me souviens de Le Graët après l'élimination de l'Euro 2008 de Domenech, où on aurait pensé qu'ils allaient tous militer pour le virer, et Le Graët, il était plutôt dès le départ à dire, mais non, il faut lui laisser une deuxième chance. Et là, sur Deschamps, je n'entends pas ça de sa part. Si. Pas tant que ça. On va discuter à Guingamp, on va voir. C'est pas. J'ai déjà vu des soutiens plus affirmés. Le fait de discuter, pour moi, c'est pas si clair que ça, et ça laisse la porte ouverte. Et moi, je pense que Le Graët, il a envie de mettre Zidane pour montrer que Le Graët a mis Zidane. Benjamin, Alex. Ouais, non, mais bien sûr, tout ça c'est très intéressant, mais la question c'est est-ce que Deschamps a raté quelque chose ? C'est ça le sujet. Est-ce que Deschamps a raté quelque chose ? Est-ce qu'un autre aurait fait mieux ou est-ce qu'un autre fera mieux ? C'est ça. Est-ce que Deschamps a encore les clés pour le Qatar ? Mais c'est pas ça, c'est une question d'image en fait. Ces équipes de France, c'est plus que. Oui, mais la question qui devrait se poser, c'est celle-là. D'abord un échec sportif. C'est pas comme ça que ça se pose. D'abord un échec sportif. Mais pas que. Mais bien sûr, un échec sportif. Donc quel est cet échec sportif ? C'est le fait de ne pas trouver un système, c'est le fait d'avoir changé 4 fois de système. C'est surtout d'avoir été éliminé avant les demi, puisque bien c'était sûr, l'objectif fixé évidemment. par Noël Le Graët. Mais comment c'est arrivé ? Mais les systèmes, c'est les blessures. Moi, je pense que Deschamps. Non, mais j'ai pas dit oui. La réponse n'est pas. J'ai pas dit oui. Je pose le débat. Je dis il y a un débat tactique sans doute. Il a pas eu les clés. Et je sais même pas si avant Deschamps avait plus les clés tactiques. J'ai l'impression qu'avant il avait l'esprit groupe. Voilà, une main mise sur l'esprit, sur la gagne. Même si le jeu n'était pas flamboyant avant, il arrivait à insuffler cette gagne et au final l'équipe gagnait. Et donc tu avais beau lui parler de tactique, lui disait moi j'ai gagné. Aujourd'hui c'est plus le cas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est de sa faute si quand tu mènes 3-1 allez on va dire 20 minutes, un quart d'heure de la fin du match, tu fais des changements évidemment pour gérer. Voilà, on va dire ouais mais c'était pas le moment de rentrer Sissoko et autres. Oui mais bon au moment où il le fait, personne ne se dit que c'est un mauvais choix. Est-ce que c'est les joueurs qui ont lâché ? Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui n'avait plus réussi à insuffler ce sens de la gagne ? À mon avis, c'est tout ça les questions qu'il faut se poser en vue du Qatar. Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant cet Euro ? Je pense que la résultante et le dernier match notamment qu'on a vu montrent qu'il y a des choses qui ont échappé un peu aux sélectionneurs, des comportements dans le groupe, des comportements un peu individualistes, des relâchements peut-être. Je dis des comportements, ça peut être aussi des relâchements, c'est un ensemble qui fait qu'à l'arrivée, vous n'avez pas sur le terrain l'état d'esprit nécessaire. Et ça dépasse de très très loin les erreurs tactiques ou autres qu'éventuellement le sélectionneur aurait pu faire. L'état d'esprit, c'est beaucoup plus important, ça compense bien des choses. Quand on a une bonne équipe, on peut jouer en WM et gagner en 2021, moi je vous l'assure. Si on a le bon comportement et si on est très présent et si on compense toutes les lacunes éventuelles. Si on n'a plus le bon comportement, tout d'un coup, il se passe des choses. Donc là, on a bien vu qu'il y a eu des lacunes dans ce domaine-là et que donc, quelque part, le sélectionneur n'a pas réussi à obtenir de la part de ses joueurs
l'implication qu'ils avaient en 2018. Ça, c'est une évidence. Et ces lacunes, cette poussée, Philippe Doucet, d'individualisme, est-ce qu'on envoyait déjà les premiers signaux d'alerte avec la polémique juste avant le début de l'Euro entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé avec ces différentes sorties médiatiques? Est-ce que c'était déjà une alerte? Oui, c'était des petits indices, oui. C'est une addition de petits indices de ce genre-là. Sur le moment, cet indice, il n'était pas plus grave que ça. Mais néanmoins, il n'a pas été vraiment traité. On a laissé Mbappé, finalement, de guerre lasse, Deschamps l'a laissé aller s'exprimer, ce que je pense qu'il aurait pu éviter de faire. En d'autres temps, je pense qu'il n'aurait pas laissé Mbappé aller parler de ça en conférence de presse. Bon, un certain nombre de petites choses comme ça qui effectivement peuvent être des indices de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas l'incident lui-même qui crée tout le reste. Ça veut dire qu'il se passe des choses, que le groupe était plus mouvant et dans le mauvais sens du terme qu'il ne l'était en 2018. Mais c'est pas les mêmes personnalités aussi qu'il a eu à gérer, quoi. Le fait de rappeler Benzema sur le terrain, on l'a vu, ça a été un succès parce que il a marqué, il a été présent, il a répondu présent même si c'était compliqué au début. Mais Benzema, toujours est-il qu'il a un statut, c'est une star, il est plus difficile à gérer qu'un autre. Évidemment, c'est pas ça qui a posé problème. Hein. Non, c'est un ensemble qui est plus difficile à gérer. À côté, tu as Mbappé. Mbappé, c'est plus le Mbappé de 2018. Tu peux le mettre où il était à droite, il était ravi d'être là, il montrait que c'était un phénomène. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est la grande star mondiale du football. Au Paris Saint-Germain, on a du mal à le gérer. En équipe de France, on a du mal à le gérer. Et c'est ça la nouveauté un peu avec Deschamps. C'est qu'avant, j'avais l'impression que rien n'était plus fort que lui dans sa position de taulier de l'équipe de France. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus tout à fait vrai. Griezmann, pareil, qui a visiblement demandé à être plus dans l'axe. Rabiot, qui est un joueur extraordinaire, mais qui a son caractère, ce qui n'est pas négatif. Qui a une mère aussi, qui a un caractère. Qui a l'air aussi compliqué. Mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que pour la première fois, Deschamps a pâti sur ce terrain-là, sur lequel il était le maître. Il y a quand même un truc, c'est que quand tu regardes les joueurs de l'équipe de France aussi aujourd'hui, aucun n'avait sa situation réglée à la rentrée pour savoir. Non, mais ça a joué. Je suis pas sûr que ça allait à Mbappé, à Coman, à Varane, à Pogba. Quand tu parles de situation de joueurs suffisamment concentrés sur la compétition. La preuve que non. Non, mais la preuve que non. Tu fais le lien entre les deux, mais je suis pas sûr. Moi, je trouve que ça a joué à un moment donné quand même. Pour revenir à ce que disait Benjamin, faut pas oublier. Enfin, moi, je le vois comme ça en tout cas. Mais si Deschamps rappelle Benzema, c'est parce que les joueurs qui étaient avant sur le terrain et appelés ont pas fait le taf en préparation, en matchs amicaux, en éliminatoire de la Coupe du Monde, et qu'à un moment donné, Deschamps, il s'est dit, si je vais comme ça à l'Euro, je vais dans le mur. Il rappelle Benzema, parce que, bon, à bout de 5 ans, ça commence à venir, mais aussi parce qu'il se dit, je dois changer mon animation collective pour avoir une chance d'aller au bout. Mais justement, est-ce qu'il a pas appelé, Philippe Doucet, est-ce qu'il a pas appelé, est-ce que Deschamps n'a pas appelé un peu trop tardivement Karim Benzema, à partir du moment où il considérait que c'était un atout offensif nécessaire à la force offensive de son équipe? Oui, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu l'appeler au mois de mars, plutôt qu'au mois de mai? Au mois de mars, c'est au mois de mars. Je pense pas qu'il soit réveillé au mois de mars. Non, mais au mois de mars, il s'est rendu compte. La seule chose qu'on sait, c'est évidemment que c'était tardif et sans doute trop, parce que ça aurait été évidemment largement préférable que toute cette agitation médiatique, cette agitation dans le groupe se passe au mois de mars plutôt que là. Maintenant, on ne connaît pas les circonstances exactes. C'est-à-dire, est-ce que c'est une faute de ne pas l'avoir appelé à ce moment-là, ou est-ce que tout simplement il n'avait pas le loisir parce qu'il ne s'était même pas alors rencontré et que c'était même pas imaginable à ce moment-là qu'il revienne. Donc c'est très difficile de juger sans avoir tous les éléments. Mais ce qui est sûr, la conséquence, elle est très nette. Évidemment, bien sûr que ça aurait été préférable que ça se passe au mois de mars et que du coup on parle énormément de Benzema au mois de mars, qu'il soit... que toutes les pubs soient tournées avec Benzema à ce moment-là et qu'il n'y ait pas d'ambivalence, de gêne par rapport à tout ce qui s'est passé dans une starisation excessive de Benzema au moment du mois de juin. Mais ça, c'est des aléas sur lesquels on ne peut pas tellement discuter, parce que bon, voilà, ça s'est fait comme ça, un peu last minute, peut-être un peu trop last minute, bien sûr. Est-ce que du même coup, il est un peu déstabilisé de certains de ses relais importants sur le terrain, en particulier Antoine Griezmann? Oui, ça a des conséquences, évidemment. Philippe Doucet. Non, ça a des conséquences, bien évidemment. Que Benzema arrive, ça a des conséquences dans le statut de certains joueurs. Mais ce que vous disiez tout à l'heure était juste, mais il s'applique à tous les joueurs. Il ne faut pas l'oublier, c'est pas seulement Griezmann, Mbappé ou autres. Tous ont changé de statut depuis 2018. Même Pavard, c'est pas le même. Je veux dire, il ne faut jamais oublier. Moi, j'ai été très saisi par une chose. Là, je témoigne de choses que je n'ai pas vues moi-même, parce que je n'étais pas sur place.
mais d'un ami qui est très proche et qui a pas mal d'écho à l'intérieur. Ce mot champion du monde était répété sans arrêt à l'intérieur, alors chez les supporters bien sûr, dans les médias, à l'intérieur du groupe, ce mot champion du monde. Champion du monde, c'est très bien d'être champion du monde, mais vous avez gagné un tournoi il y a 3 ans. C'était un tournoi qui s'appelle la Coupe du Monde, c'est vrai, c'est pas un petit tournoi de banlieue, on est bien d'accord. C'est un grand tournoi, c'est vrai, mais ça reste un tournoi, une Coupe du Monde qui s'appelle Coupe du Monde, mais qui a lieu une fois de temps en temps. Bon voilà, c'est 1 mois, ça a duré 1 mois et c'était en 2018. Si vous commencez la compétition suivante en disant attendez, on va pas nous bouger, on va pas nous discuter nous. C'était pas ce qui s'était passé en 2000, Philippe Doucet ? Eh bien justement, c'est cela que je voulais en venir. En 2000, pas du tout. Il n'y avait pas du tout, ce mot ne venait pas. C'est parce que peut-être qu'ils étaient plus modestes à l'époque, ils avaient eu la sensation peut-être qu'ils avaient gagné ce tournoi-là parce que c'était en France et autres et qu'ils sentaient qu'il y avait un besoin de confirmer. Il semblerait, d'après les échos que j'ai eus, qu'il y ait une telle satisfaction de soi et ça se retrouve sur le terrain. Avec le bon côté et le mauvais côté, j'ai trouvé que l'équipe de France n'était pas inquiète contre la Hongrie, pas inquiète contre le Portugal, pas tellement inquiète non plus contre la Suisse. Donc ça, c'est à la fois le bon côté parce qu'on se dit waouh, les mecs, ils ont une certitude incroyable, hein, ils sont menés, ça peut avoir des conséquences. Et finalement, ils ne sont pas inquiets, ils sentent qu'ils vont y arriver, qu'ils vont finir par marquer parce que ça s'est toujours passé comme ça, et puis voilà, que ce sera comme ça. Et effectivement, ça se passe comme ça contre la Hongrie, où ils arrivent quand même à égaliser seulement. Et ça se passe aussi contre le Portugal, où ils arrivent à conserver finalement la première place du groupe. Et ça se passe même contre la Suisse, alors qu'ils sont quand même catastrophiques pendant 50 minutes, et que finalement, ils arrivent à marquer 3 buts en 10 minutes, quand même, en tout cas en 15 minutes. C'est quand même extraordinaire qu'une équipe aussi nulle pendant 50 minutes, en 15 minutes, soit capable de marquer 3 buts. Ça montre tout son potentiel, ça montre toute leur capacité, mais ça montre aussi, dans le contexte qu'on a vécu là, cette espèce de certitude qui, à la fin, au final, s'est retournée contre eux parce qu'ils ont été trop suffisants dans les dernières. Benjamin, pour terminer sur ce juste pour terminer, dossier. mais Philippe a complètement raison, mais en même temps, c'est vrai que c'était la meilleure équipe. Tout le monde les mettait comme favoris, eux-mêmes et les autres. Donc, c'est encore une fois, oui, mais j'en reviens à la question de départ. Est-ce que Deschamps est la meilleure équipe sur un tournoi? Évidemment. La meilleure équipe sur le papier, on s'en fiche. Bien sûr, mais en effectif, à chaque ligne, l'équipe de France avait clairement les meilleurs. Et donc, c'est peut-être là, si on peut en revenir à la question de départ, là où Deschamps a failli, encore une fois, c'est peut-être dans cette gestion des égos de ses joueurs et dans leur motivation. Philippe Doucet, vous restez avec nous, on va enchaîner avec le Mercato. L'annonce par l'Olympique de Marseille de l'arrivée du Turc Cengiz Ünder, j'espère que je le prononce bien. On va commencer peut-être par le mercato du Paris Saint-Germain. Philippe Doucet, on voit des stars. Alors on a vu Donnarumma, l'Italien Donnarumma. On voit Sergio Ramos qui a signé officiellement à Paris cet après-midi. Il y a Hakimi qui sera également parisien la saison prochaine. Est-ce qu'on est en train de bâtir une équipe XXL, une Dream Team à Paris, sans avoir réglé le problème numéro 1 de cette équipe dans l'effectif, à savoir le maintien ou pas de Kylian Mbappé? D'abord, on est bien obligé de travailler avec parfois des points d'interrogation. C'est-à-dire que c'est pas parce que le cas Mbappé n'est pas réglé que le Paris Saint-Germain doit arrêter de travailler par ailleurs. Ensuite, la deuxième observation, c'est que je pense qu'on travaille pour le Paris Saint-Germain, oui, mais on travaille aussi beaucoup pour Qatar 2022. Parce que c'est le dernier mercato, enfin c'est pas le dernier, mais enfin c'est quasiment le dernier mercato avant le Qatar 2022. Donc je pense qu'il y a une vraie motivation du côté de Doha, que l'équipe soit attrayante cette saison. Avec Mbappé dans ses rangs du coup, plus que jamais. Qu'il y ait des grands noms. Oui, mais Mbappé, il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain, donc si le Qatar veut que Mbappé joue cette saison au Paris Saint-Germain, il jouera au Paris Saint-Germain cette saison. Les contrats, ça existe quand même. Et quand j'entends dire « Ah oui, mais à ce moment-là, il va partir libre l'année prochaine. » Oui, et alors ? Quel est le problème ? Paris peut se permettre de perdre 150 millions. C'est quand même... et alors ? Ça, c'est le problème de l'actionnaire. Il fait son choix, l'actionnaire. Si l'actionnaire il est capable de s'asseoir éventuellement dessus, je dis éventuellement, parce qu'il peut se passer plein de choses dans l'année, et ils peuvent continuer à discuter, à négocier au long de l'année. Et moi, je ne vois absolument pas le Paris Saint-Germain dire OK, Kylian Mbappé peut partir là en 2021 parce que vous comprenez, on va sauver 100 millions, c'est très très important, 100 millions.
Non, je crois pas. Je crois que le Paris Saint-Germain va évidemment conserver Mbappé. En tout cas, c'est ce que je ferais à leur place. À partir du moment où on n'a pas de problème budgétaire, il est hors de question de se plier à des petits calculs qui sont dignes de Valenciennes. Dans le recrutement du PSG, dans le recrutement du PSG, il y a quand même plusieurs situations différentes. Si on peut les prendre toutes 3 secondes, Donnarumma. C'est un recrutement que je comprends parfaitement et que je salue. En revanche, le fait de le garder là dès cette saison et le fait de le mettre en concurrence avec Navas, c'est quelque chose que je ne comprends pas et qui va, à mon avis, perturber l'équilibre qu'on avait enfin trouvé avec les gardiens et Navas qui fait une saison. Parce que là, tout le monde trouve ça normal. Mais je vais vous rappeler toutes les unes de l'équipe où Navas était Dieu, Saint Navas. Aujourd'hui, c'est normal, il faut que Navas laisse sa place. Mais on n'a pas dit ça. Tout le monde a dit ça. Ça, c'est encore une chose que je comprends pas. Mais moi, je m'excuse, mais Navas, contre City, il coûte la qualification au PSG. Donc tu le sors. Non. Alors que les 2 matchs d'avant, c'est grâce à lui. Moi, j'ai Donnarumma de libre, qui a 22 ans, qui est l'avenir du foot. Et je te dis pas de pas le prendre, je te dis de le prêter. C'est ce qu'on appelle la concurrence. C'est ce qu'on appelle la concurrence, Benjamin. Je ne prête pas Donnarumma. Je vois ses matchs à l'Euro, mais je me dis, mais c'est un monstre, ce mec. Un mot sur l'OM, il nous reste 2 minutes. On a vu pas mal. C'est vrai qu'on aurait pu reparler de Ramos, mais je voudrais qu'on termine sur l'OM. On a vu pas mal d'espoir, alors que ce soit Saliba, Gendouzi, bravo, Gendouzi, c'est super recrutement. Gendouzi, il a signé, c'est Gendouzi, Est-ce super. que vous êtes plutôt satisfait et surpris même par l'attractivité à la fois de l'OM par rapport à ces jeunes espoirs et aussi par la capacité de Pablo Longoria à former une équipe compétitive peut-être pour le podium? Non, là pour le coup, non mais c'est vrai. On a tapé ici sur l'OM en disant qu'il n'y avait pas de projet sportif qui ramenait des joueurs de l'étranger qu'on connaissait de nulle part, connaissait même pas l'OM, CF, Luis Enrique. Là aujourd'hui, il ramène des joueurs français pour qui l'OM a un sens. Gendouzi, c'est quand même le capitaine de l'équipe de France Espoir, ça a un sens. C'est très français. Saliba, c'est un joueur pareil, c'est un joueur français qui a évolué en France cette saison à Nice. Le fait de le faire venir, c'est un jeune en devenir. Là, je trouve qu'il y a un vrai projet encadré par des joueurs. Et Paul Lopez de l'AS Roma. Philippe il y a un vrai projet. Pour terminer, votre regard sur le début de recrutement de l'Olympique de Marseille? D'abord, une très grosse activité, une très grosse volonté de changer énormément de choses, de faire sans doute des coups, parce qu'il là-dedans, il y a beaucoup de prêts ou beaucoup de montages un peu court terme. Donc, à voir comment ça se passera, parce que c'est toujours difficile la vie des groupes où les joueurs sont éventuellement de passage ou juste prêtés ou... Bon, c'est toujours un petit peu particulier, mais en tout cas, il y a une véritable volonté de tenter quelque chose et c'était nécessaire parce que l'équipe ne pouvait pas durer comme ça. Il y avait un renouvellement nécessaire, mais attention quand même encore une fois à la motivation éventuelle des joueurs qui arrivent. C'est ce qu'on va surveiller dès le début, si l'entraîneur arrive à motiver tout le monde et à les mettre dans le bon sens. Merci beaucoup Philippe Doucet d'avoir été avec nous ce soir. On vous retrouvera, je l'espère, à la rentrée au moment de la sortie de votre nouveau livre. Merci messieurs pour votre participation à Classico. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre site et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Likez, partagez, commentez. N'oubliez pas de nous laisser les 5 étoiles si l'émission vous a plu sur Apple Podcast. Tout de suite, la soirée continue en compagnie d'Avner Azoulay pour le Festival Oriental. Vive le foot, belle fin d'Euro et à lundi prochain.